Étienne Eradi, à 32 ans, vous êtes champion du Canada, combat toute catégorie, entre 2002 et 2009. Vous avez obtenu la 4e place au championnat du monde à Davos en 2004. Vous êtes vice-champion en kata 2006 et également champion du monde en karaté Shotokan. D'où vous vient cette passion pour les arts martiaux? En fait, merci pour la question et surtout pour l'invitation. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. À partir d'aujourd'hui, ça fait plus de 27 ans que je fais du karaté. La passion m'est venue, je viens d'une très grande famille. Et dans ma famille, j'avais déjà des frères qui pratiquaient le karaté. Et mes parents, mon père et ma mère m'ont encouragé à faire du karaté pour être capable de me défendre, pour être capable de prendre ma place. Au départ, c'était l'idée d'apprendre à battre les autres. Okay. Mais après quelques temps, quand j'ai commencé à comprendre c'est quoi vraiment le karaté, là, j'ai compris que ce n'était pas seulement apprendre à se battre, c'était vraiment une philosophie de vie, c'était une voie à suivre. Donc c'est là où a commencé toute mon histoire du karaté. Justement, donc vous pratiquez le karaté Shotokan, qui est un karaté traditionnel. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette discipline et quelle est la philosophie qui est derrière le karaté Shotokan? Quand on parle de la tradition, dans les karatés, il y a quatre styles majeurs. Okay. Il y a les Shitoryu, Wadoryu, Gojo-ryu et le karaté Shotokan. Okay. Donc le karaté est pratiqué, d'après moi, comme un art martial et non pas juste un simple sport. Le sport est inclus dans le karaté. Okay. Et le karaté en soi, c'est un art martial. Je vais comparer un peu. Le karaté traditionnel est basé sur une philosophie de vie, est basé sur l'autodéfense. Et dans les karatés sportifs, je vais me faire la différence, les karatés sportifs, il y a des catégories de poids. Mais dans les karatés traditionnels, il n'y a pas de catégorie de poids. Ce qui reflète la réalité dans la vie, dans l'autodéfense. Vous n'allez pas demander à votre adversaire, vous mesurez combien pour que je me défende. Donc pour moi, c'était ça. J'ai choisi vraiment cette voie-là. J'ai vu que c'était un art martial complet qui peut m'aider dans tous les domaines de la vie. Exceller dans une discipline sportive à haut niveau requiert beaucoup de la part d'une personne. Pouvez-vous nous parler un peu des bases de votre réussite? Qu'est-ce qui vous a aidé à exceller dans les arts martiaux? En tout cas, je vais dire, mon arme la plus fatale, c'est la persévérance. Okay. C'est le travail. Vous savez, il faut beaucoup de sacrifices pour arriver à mon niveau aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis expert, mais quand même, je suis devenu l'une des figures du karaté dans le monde entier. Et puis, ça m'a pris beaucoup de mon temps, donc beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de volonté. Okay. Donc, c'est ça le secret pour réussir, je pense, dans tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, ça paraît facile pour moi, mais le passé n'a jamais été facile. C'était très difficile pour moi. Je compare toujours mon parcours comme quelqu'un qui est en train d'épuiser l'eau dans un puits à pression. Au début, il faut faire beaucoup d'efforts et si on se décourage, on arrête, la pression diminue et puis on doit recommencer le tout. Mais moi, je n'ai pas abandonné. Il y avait des hauts et des bas, mais j'ai persévéré, j'ai continué à me battre jusqu'à aujourd'hui. Donc, le secret, c'est le travail et puis l'amour de l'art martial que j'aime. À travers votre parcours, vous avez eu l'occasion de travailler avec des grands maîtres du karaté qui se trouvent au Japon. Pouvez-vous nous expliquer un peu, est-ce que c'est un privilège? Est-ce qu'en tant que karatéka, c'est l'habitude, on travaille avec les grands maîtres? Pouvez-vous nous expliquer un peu cette expérience? Moi, je dirais vraiment que c'est un grand privilège parce que peu de gens ont eu la chance que moi j'ai aujourd'hui d'étudier avec des grands maîtres tels que Sensei Nishiyama, Sensei Okazaki, Sensei Kanazawa, Sensei Mikami. Donc tous ce sont des élèves directs du fondateur du karaté. Je suis parmi les rares karatékas dans le monde, pas seulement africains, dans le monde qui ont eu cette chance-là d'étudier auprès de ces grands maîtres, qui étaient même des idoles, des grands cinéastes comme Bruce Lee, le cas de Sensei Nishiyama. Même Bruce Lee a modifié sa façon de s'entraîner parce qu'il a regardé la façon dont Sensei Nishiyama s'entraînait. Et moi aujourd'hui, mon meilleur professeur, c'est lui qui m'a enseigné, c'est Sensei Nishiyama. Et puis pourquoi j'étais plus attiré par lui? C'est quelqu'un qui s'intéressait, je pense, aux mêmes choses que moi. Il a été le responsable de l'armée américaine. Donc c'est lui l'instructeur d'intervention physique de tous les commandos des États-Unis. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance, je travaille à l'École nationale des polices du Québec comme instructeur d'intervention physique. Vous voyez, il y a un lien. Donc il m'a enseigné des choses vraiment qui sont spécifiques pour l'autodéfense,
pour les techniques de combat. Donc j'adorais ça, j'adorais me battre et puis j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné vraiment le goût d'apprendre. Justement, vous êtes instructeur à l'École nationale de police au Québec, mais vous êtes également instructeur au club élite de karaté Montréal Concordia. Donc, on peut dire que vous vivez de votre passion pour du karaté. Est-ce que, en tant qu'un karatéka, c'est facile, c'est aisé de vivre de son art ou c'est un privilège encore que vous puissiez vivre de votre passion? En tout cas, tout dépend de notre passé, de notre présent, de notre futur. Moi, je dis que mon présent aujourd'hui a été déterminé par mon passé. Donc, le passé qui n'a pas été facile, c'était dur, j'ai travaillé fort, j'ai payé, j'étais obligé des fois de manquer mon loyer, de manquer de quoi manger pour que je paye mon cours de karaté. Donc, c'est pas comme en Afrique, on va dans dessous des manguiers, on fait du karaté. Ici, pour faire du karaté à un niveau très avancé, il faut débourser au moins dans des milliers de dollars. C'est ce que moi j'ai fait. Et aujourd'hui, chaque travail mérite un salaire. Moi, je pense que c'est le salaire. Mais de dire qu'on peut vivre du karaté seulement, c'est vraiment difficile. Il faut beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance, beaucoup de sacrifices. Dans mon cas, moi, j'ai travaillé, j'ai étudié. Je peux travailler aujourd'hui comme professeur d'éducation physique dans une école, mais le temps ne me permet plus du fait que je suis demandé à gauche et à droite pour enseigner l'art martial. Donc, aujourd'hui, je vis de l'art martial que j'aime. Si d'autres personnes peuvent y arriver, j'encourage. Mais les secrets, je dirais d'abord, il faut commencer ceux qui sont à l'école, c'est étudier, finir les études, avoir quand même une profession spécifique. Parce qu'en faisant du karaté, tu peux te casser une jambe, par exemple. Et comment tu vas vivre après? Donc, il faut avoir un plan B. Il faut avoir un plan B. Et moi, c'est passé, j'ai fini mes études universitaires, j'ai eu un travail. Et puis maintenant, la demande en matière des arts martiaux ne me permet plus d'exercer la profession dans laquelle j'ai étudié. Vous travaillez également avec la jeunesse amérindienne au nord du Québec. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la promotion du karaté, de sa philosophie auprès de ces communautés? Tout celui qui vit ici au Canada ou en Occident sait que les autochtones, comment on les appelle, les gens des Premières Nations, ont beaucoup de difficultés parce qu'ils vivent dans des réserves, ils sont délaissés, même s'ils ont des moyens, mais ils ont beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes d'alcool, beaucoup de problèmes d'obésité. Et personne n'accepte d'aller travailler dans ces régions-là parce qu'ils disent au départ que c'est difficile. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas la victoire facile. Donc moi, je préfère perdre une compétition, perdre un combat face à quelqu'un qui est mieux préparé que moi, qui est meilleur que moi, que de gagner, d'avoir une victoire sur quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, je me suis décidé, comme je suis justicier, je me suis dit que je vais aller dans ces communautés-là. Et même les chefs de ces communautés-là ne croyaient pas que je pouvais faire quelque chose. Mais aujourd'hui, s'il y a des réalisations dont je suis très fier dans ma vie, c'est ces réalisations-là que j'ai fait dans les communautés CRI. Je suis le pionnier à introduire le karaté dans les communautés CRI. Et aujourd'hui, on est connus. Donc mes étudiants CRI aujourd'hui, j'ai organisé même des compétitions pour eux. Donc, il y a les premiers championnats des nations CRI. Et puis aujourd'hui, j'ai amené mes étudiants ici à Montréal, que ce soit à faire des compétitions provinciales, nationales. Et dans le futur, je vais les amener au niveau international. Les bénéfices, il y a un changement parce que moi, les enfants avaient beaucoup de problèmes d'aller à l'école. Okay. Et moi, j'ai travaillé par les biais des arts martiaux, par le biais des karatés, j'ai voulu ramener les enfants aux études. Okay. J'ai enseigné par l'exemple, je les ai expliqué mon parcours. Alors tout le monde aimait parce que je suis champion, ils veulent être champions comme moi. Mais moi je leur dis qu'être champion c'est rien, les médailles c'est rien. Moi j'aimerais vous former, j'aimerais que vous soyez des champions de la vie. Donc chaque élève, normalement, Gishin Funakoshi, le fondateur du karaté, avait dit, c'est normal qu'un élève dépasse son maître. Donc moi, dans mon cas, j'aimerais que mes étudiants ne soient pas seulement des champions sportifs, parce qu'avec l'âge, le sport va finir, mais j'aimerais qu'ils soient des champions de la vie, qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils aient un bon travail dans la vie, qu'ils soient des leaders de demain, qu'ils soient des responsables dans la communauté. Et c'est ça les bénéfices qu'on a vus dans les communautés. I'm happy to be here in Waminji to take part in the second championship organized by Etienne Eradzi. He is someone with whom I work in either training the Canadian national team or for various other occasions related to karate. I started my work with Sensei Etienne about 5 years ago.
We developed karate in Cree communities and we had to face many challenges, such as language to start with, and the different culture. La culture différente. Ce qui semblait être au début peut-être juste une... What seemed to be a single community relationship at the beginning quickly became a long-term project within 7 communities. Therefore, karate is growing slowly but surely in northern Quebec. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. On voit beaucoup de passion à travers les mots quand vous parlez du karaté. Est-ce que c'est finalement la philosophie du karaté qui vous a séduite, qui vous a permis d'être ce que vous êtes maintenant? En tout cas, je pense que le karaté, c'est moi, quand je suis sur un tatami ou bien je suis dans un dojo, je pense que c'est comme si j'étais au paradis. C'est la meilleure place que je me retrouve où je peux m'exprimer. La philosophie du karaté m'a aidé dans tout ce que j'ai dans la vie. Okay? Donc le karaté a fait de moi ce que je suis. Et j'ai dit, c'est un défi pour tout le monde. Celui qui réussit bien dans le karaté devrait réussir dans la vie de tous les jours. Donc, et puis on dit la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais dans le karaté, la valeur attend le nombre d'années. Donc plus on avance en âge, plus on acquiert la maturité. J'aime le karaté et ça m'a permis à comprendre ce monde, à comprendre la société sur toutes les facettes. Sur toutes les facettes. Le karaté m'a appris à accepter qu'on est faible pour devenir un jour plus fort. Donc le karaté m'a appris 2 formes de connaissances et de compétences et 2 formes d'incompétences. Donc quand on ne fait pas encore quelque chose, on ne connaît pas quelque chose, on est inconsciemment incompétent. Quand on arrive, on commence à tester ça, on devient consciemment incompétent. Plus on met du travail, la place la plus importante, plus on met du travail, on devient consciemment compétent. Et plus on y travaille très très fort, on devient inconsciemment compétent. C'est là où viennent les réflexes. Okay? Souffrir toujours à l'entraînement pour rire à la compétition. Souffrir à l'entraînement pour rire à la bataille. Donc c'est beaucoup de travail avant pour retirer les bénéfices après finalement. Donc pouvez-vous dire qu'est-ce que la jeunesse africaine peut retirer justement de l'enseignement du karaté, de la philosophie du karaté? Vous savez, je suis moi-même africain et puis je suis content de cette question-là. Je dis toujours, tu peux conquérir le monde entier, mais si tu n'arrives pas à te conquérir toi-même, c'est une victoire vaine. Je pense que les Africains devraient d'abord se rendre compte que personne ne peut faire le travail à leur place. C'est d'accepter avec les moyens de bord, de dire que on n'est pas riche, on est pauvre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le devenir? On n'est pas fort, qu'est-ce qu'on peut faire pour le devenir? Donc le secret, c'est le travail. Et je pense que le karaté, pour moi, aide à former des futurs responsables, aide à former des personnes équilibrées. Et je pense que si on arrive à former la jeunesse africaine, on arrive vraiment à les mettre dans des bonnes écoles, dans des bonnes, que ce soit sportives ou n'importe quoi, mais qui soient bien encadrées. Et je pense qu'ils iront loin. Et je pense que la philosophie du karaté peut aider beaucoup, beaucoup. Moi, je dis seulement si on a un ministre ou bien un président qui est vraiment un passionné du karaté, qui connaît vraiment l'essence du karaté ou des arts martiaux et qui suit la philosophie, amènera son pays très très loin. Parce que tout ce que, si on est un grand champion dans le karaté et on est grand champion dans la vie, on applique le même principe du karaté, on les met dans la vie de tous les jours. Okay. Ça fait une bonne chose. J'ai un professeur qui m'a enseigné une chose, Sensei Nishiyama. Il m'a dit la première chose dans le karaté, c'est le regard. La deuxième chose, c'est les pieds. Troisième chose, le corps. La quatrième chose, c'est la technique. En business aussi, la première chose, c'est avoir l'emplacement. Voir l'emplacement, tu vois l'emplacement. Et puis deuxième chose, il faut se déplacer pour arriver à la place. Arriver là, il faut s'installer. C'est ce qui détermine le corps, c'est l'installation. Et la dernière chose, c'est passer à l'action. Tout ça, si on le met ensemble. Donc, moi, c'est ça mon souci aujourd'hui. Quand je vais en Afrique, je ne pense pas à changer
des vieilles personnes ou quoi. Non, c'est la jeunesse. Parce qu'on a ces problèmes-là. En Afrique, tu vas aller là-bas, on va te dire tu viens d'où, tout ça là. On n'a pas le temps à perdre. Le temps est tellement précieux. Le temps, c'est la vie. Donc, je vais me consacrer à aider, si je peux, des Africains ou des Congolais, ou comme je l'ai fait ici. Si je l'ai fait dans les communautés autochtones, pourquoi pas chez nous? Donc, si ça marche ici, ça peut marcher chez nous aussi. Donc, je pense que le karaté a sa place. Les arts martiaux ont leur place dans toutes les cultures, dans toutes les nations. Et puis, ça aide beaucoup, beaucoup, que ce soit à l'économie nationale, que ce soit à la visibilité du pays. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui a des enfants qui sont capables de les sortir de l'ombre. Bon, la première journée, ça a été formidable. Le maître nous a très bien enseigné. On a été bien entraînés. Pour demain, on est sûr qu'on va encore améliorer d'autres erreurs qu'on a encore commises aujourd'hui. Le kimé, le kion, plein de trucs qu'on a fait, d'accord. On a appris comment donner les coups, comment attaquer avec les coups de pied. C'était très bien, c'était très formidable. Les blocages, l'attaque, puis c'était bien passé. Le seul message, c'est de venir nombreuses et de participer. Justement, vous êtes cofondateur et directeur technique de la Fédération congolaise du karaté. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail sur le terrain? Comment ça se passe? Oui, c'est une aventure, une bonne aventure. Écoute, moi, chaque année, je me fais les soucis de rentrer au pays, rentrer au Congo, pour voir la famille et puis pour partager ma connaissance. J'ai des amis avec qui on faisait les karatés avant. J'ai des gens qui, à l'époque, on appelait nos maîtres, nos professeurs, tout ça là. Mais aujourd'hui, si on grandit, si on regarde, on visualise tout ce qu'on a appris d'eux, est-ce que c'était bon à ce moment ou pas, on ne va pas juger. Et c'est depuis 2007 que je suis le directeur technique de cette nouvelle fédération. Que pour la première fois, on a amené près de 17 personnes au Japon avec les concours du gouvernement congolais. On les a amenés dans les dojo centrales du fondateur du karaté au Japon. Ça ne s'est jamais fait au Congo, mais on est allé là-bas. Mon rêve dans les futurs, vraiment, voir les championnats du monde de karaté au Congo. Comme ça s'est passé dans le passé. Il y avait un combat je sais quoi, il s'appelle Mohamed Ali et puis George Foreman. Oui. Ça a fait du bien à la population. Oui, et c'est la même chose. Si on fait la promotion du pays, oui. Si on fait les championnats du monde de karaté, par exemple JKA, il y aura plus de 100 pays qui iront là-bas. Il y aura beaucoup de pays et puis qui vont découvrir le Congo sur d'autres facettes. Pas seulement le Congo comme un pays de guerre, le Congo un pays de pauvreté. Non, et le Congo c'est un pays riche. Pour terminer, vous avez, grâce au karaté, voyagé à travers le monde à la rencontre des grands maîtres du karaté et participé à des championnats de haut niveau. Étienne, pouvez-vous nous parler de votre plus belle expérience? Oh oui, alors la plus belle expérience, il y en a tellement, beaucoup de bonnes expériences. Ça dépend lesquelles que vous voulez entendre. Évidemment, voyager dans beaucoup de pays, c'est déjà des bonnes expériences, des belles expériences. Mais moi, c'est surtout aller boire l'eau à la source. Aller au Japon, aller à Tokyo, aller à Okinawa, aller voir les cimetières de Gishin Funakoshi, aller m'entraîner là où les grands noms du karaté comme Kanazawa, Nishiyama, Okazaki, Mikami, tous les grands sont allés là-bas, ont étudié là-bas, et moi aussi aller fouler mon pied là-bas et boire l'eau à la source. Quand on boit l'eau à la source, on est sûr qu'elle est pure. Et ça, c'est la bonne expérience pour moi. Et puis, autre belle expérience, je me sens très privilégié aujourd'hui. J'oublierai jamais, j'ai eu une séance d'entraînement privée avec Sensei Nishiyama, qui est le seigneur de Kanazawa, qui m'a enseigné les katas qu'on appelle Jion, les karaté un kata du karaté. Et ces katas-là, aujourd'hui, même si quelqu'un descendait du ciel m'enseignait ça différemment, je ne vais pas écouter ça. Parce qu'il m'a enseigné tellement avec passion que je garde toujours de bons souvenirs. Et quand j'enseigne ces katas-là, je suis inspiré parce que je pense toujours à mon professeur. Et puis, belle expérience aussi, c'est la compétition en 2006, quand j'ai fini premier en combat en Philadelphie, aux États-Unis, j'étais très très content parce qu'il n'y avait pas, quand je regardais dans la salle, il n'y avait aucun Congolais. J'ai vu d'autres pays, tout ça là, mais j'ai compétitionné pour le Canada, mais dans mon cœur, je reste toujours Congolais. Et puis j'étais fier et je me suis dit, dans mon cœur tout de suite, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais que l'équipe du Congo arrive en finale avec l'équipe du Japon et puis que l'équipe du Congo remporte. Et ça, je vous dis qu'on a beaucoup de potentiel, on est capable. On est capable, on a les ressources qu'il faut, on a des bons professeurs, on a des bons athlètes, mais il faut juste leur donner des moyens.
Le mot de la fin, quel est le message que vous voulez faire passer à nos téléspectateurs qui vous regardent? Oui, le mot de la fin. En tout cas, j'ai dit seulement que dans la vie, rien ne dépasse la persévérance. Que dans tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'est pas persévérant, on n'ira nulle part. Et puis, ce que les gens disent n'est pas plus important que ce que notre conscience nous dit. Alors, si on a des principes dans la vie, quel que soit ce que les gens nous disent, on va aller loin. Donc, moi, tout ce que je dirais aux gens, qu'il faut toujours travailler plus fort dans ce qu'on fait, donner plus d'efforts dans ce qu'on fait et persévérer. Il y a un grand sage qui a dit que nul ne peut espérer pour persévérer, ni réussir pour entreprendre. Il faut toujours faire le contraire. Donc, il faut d'abord persévérer pour espérer et puis entreprendre pour réussir. La plupart des temps, les gens les font dans le contraire. 4 formes de respect. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'environnement. Mais, très important, savoir se faire respecter. Parce que c'est quelque chose d'important. On peut apprendre à respecter les autres, on nous respecte. Mais il y a des fois, on est obligé d'arracher le respect. Et je pense que dans tout ce qu'on fait dans la vie, le respect, c'est la chose la plus importante. Donc, on se respecte et puis on travaille fort. Avec persévérance. Ouais, c'est ça. Je vous remercie, Etienne Eradi, pour votre passion et je vous souhaite bonne chance dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh yeah. Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Bon, Télématokeme, Africano.